l'intérieur et l'autre moitié à l'extérieur. 4 camions comme ça. 4. Quand on te donne un travail, quand tu le prends, c'est comme un engagement. Donc tu le prends et tu le termines. Tu as vu, tu termines. Bonsoir à tous. Cet homme que l'on vient de voir qui joue au chef de chantier quelque part en Syrie, on le croyait mort. C'est lui qui avait réussi à nous faire croire qu'il était mort au combat en août 2015. Il s'appelle Omar Homsen, c'est un Niçois, il a 40 ans, un ancien voyou qui s'est radicalisé en sortant de prison avant de devenir l'un des principaux recruteurs de djihadistes en France, responsable du départ de dizaines, voire de centaines de jeunes Français vers la Syrie. Alors on l'a vu, Omar Homsen n'est pas mort du tout et c'est Romain Boutilly pour complément d'enquête qui a pu le retrouver. Il a accepté de nous parler et même de se laisser filmer aux côtés des jeunes Niçois qu'il a amenés là-bas. Nous avons hésité, on a mesuré les risques d'entrer dans son jeu et d'être complice de sa propagande, mais finalement, nous avons décidé d'envoyer un caméraman là-bas pour pouvoir vous montrer pour la première fois un camp de djihadistes français et pour essayer de comprendre ce qu'ils ont dans la tête. On va en parler tout à l'heure avec Gilles Kepel, qui est un des meilleurs spécialistes de l'islam et du monde arabe. Mais tout de suite, Djihad, les recruteurs, c'est un document exceptionnel de complément d'enquête signé Romain Boutilly, Antoine Husser et Frédéric Prigent. Voilà 5 heures que Salim, notre caméraman, attend le signal. Des djihadistes doivent venir le chercher. السلام ورحمة الله. سليم عمر؟ نعم. أريد عمر أمسن أو معسكر عمر. تمام. Un combattant armé, un Français, vient à notre rencontre. C'est parti. Il va nous escorter jusqu'à son chef. Une heure de route, loin des villes. Nous ne saurons pas où précisément. Salim, le caméraman, est syrien. C'est lui qui filme pour nous. Il peut aller là où les médias occidentaux ne vont presque jamais. C'est exceptionnel. Le chef d'un groupe de djihadistes français a accepté de laisser rentrer une caméra à l'intérieur de son camp. Ce chef est un recruteur originaire de Nice, bien connu des services de renseignement. Omar Homsen, donné pour mort il y a 9 mois, est pourtant bel et bien vivant. Omar Diaby, alias Omar Homsen, serait donc mort en combattant le régime. Il était le recruteur numéro 1 des djihadistes français. L'été dernier, la plupart des médias français annonçaient sa mort, suite à une information diffusée par ses proches. Mais selon Omar Homsen, cette mort était en fait une mise en scène pour lui permettre d'aller se faire soigner à l'étranger. Il y avait la trace d'Omar Homsen. Impossible à vérifier, mais le djihadiste est bien là, devant notre caméra. Nous allons passer 3 jours à ses côtés. Un tournage réalisé à ces conditions. C'est lui qui a fixé le planning et sans doute sélectionné les combattants qui pourront s'exprimer. Pour les brochettes et tout, on va en prendre. Ils ont de 20 à 25 ans, tous sont français. Ils s'appellent Guillaume, Brian,
Kamel. Omar Homsen les a convaincus d'apparaître à visage découvert. Lui et ses djihadistes ne font pas partie de Daesh, mais d'un groupe rival, Jabhat al-Nosra, une branche d'Al-Qaïda. L'islam, c'est pas le djihad. L'islam, c'est pas la hijra. Dans le pick-up, le Niçois tient d'emblée à souligner sa différence avec Daesh. Il professe sa vision du djihad et des attentats du 13 novembre. Venir faire une opération en plein Paris, venir tuer un monde, il n'y a aucun message dedans qui va toucher le cœur des musulmans en majorité. Voilà. Il va toucher ton groupe, parce que ton groupe, ils sont comme toi. Voilà, ils sont comme toi, donc automatiquement, eux, ils vont être heureux. Ouais, ils vont être contents. Après une heure de route, première étape du tournage imaginé par le chef djihadiste. Kalachnikov en bandoulière, la vingtaine de jeunes que nous suivons va se baigner. Pas vraiment l'image qu'on se fait de ces soldats d'Allah. Sans l'omniprésence des armes, on pourrait croire à un film de vacances d'une maison de quartier avec dans le rôle de l'animateur Omar Homsen. Ces gens-là, qui sont tout en haut, c'est deux jeunes qui vont faire un saut depuis ces hauteurs-là. Et en fait, c'est la représentation de la hijra. Parce que Cheikh Anwar al-Awlaki, il a dit que la hijra, c'est comme lorsqu'on est en haut d'une falaise et qu'on se jette sans savoir sur quoi on va tomber. Ça peut être des rochers ou de l'eau. Donc c'est un peu l'image de la hijra. Vous pouvez faire un saut supérieur et tout. Attention, je veux un saut. Salto arrière. Non, pas quadruple. Triple, ça suffit. Vas-y. La hijra, frère, c'est un saut dans le vide. Voilà, Akbar. Toujours comme ça. Scène de propagande savamment orchestrée. Allez. Ou authentique moment de plaisir, difficile de juger. Tous sont en tout cas de vrais amis d'enfance. Tous arrivés du même quartier de Nice à partir de 2013. Elles sont bonnes au moins? Est-ce qu'elles sont bonnes? C'est des magnums, frère. Quand Daesh mise sur la barbarie pour choquer, eux se laissent filmer en train de manger des glaces. C'est fou, c'est la meilleure celle-là. Ouais. Rompu à la communication, Omar Homsen est surtout un redoutable recruteur. Visé par un mandat d'arrêt international, souvent présenté comme un gourou qui exerce une emprise mentale sur ses troupes. La relation avec Omar, elle est bien. Je suis bien avec lui. Souvent, quand il nous parle, qui va nous parler un peu avec dureté, c'est pour notre bien. Nous, on voit ça, que c'est pour notre bien et voilà, c'est quelqu'un d'expérience. Je le considère comme mon grand frère et je l'aime beaucoup. 3 ans qu'Omar Homsen les a radicalisés et déracinés un à un. 3 ans qu'ils n'ont pas revu leur famille. J'avais pas une très très belle vie non plus en France. Ce que je faisais, je vivais pas, je travaillais pas. Je faisais souvent des bêtises. Et Inch'Allah binillah, depuis que je suis venu ici, je suis en train de devenir mieux qu'avant. Quand je parle avec eux, avec ma famille, c'est ouais, comment tu vas, etc. et tout. Et à chaque fois, ils me disent reviens et tout. Mais moi, je leur dis que je peux pas revenir. Je peux pas. Je peux pas aller dans une terre où il y a l'ennemi d'Allah. C'est impossible.
Qui sont ces mauvais génies de l'islam? Ces hommes méconnus qui ciblent, manipulent et envoient leurs recrues au combat. Omar Homsen est l'un des tout premiers à avoir fait partir des Français en Syrie. Début 2013, il lance une campagne de recrutement à Nice et dans le reste de la France. Présent dans les quartiers, mais surtout hyper actif sur Internet. Grâce à ses vidéos de propagande, Omar Homsen a fait du djihad un produit marketing. Nous devons faire confiance en Allah. Et wallahi, l'endroit où nous allons aller. Dans son sillage, des dizaines de Français ont ainsi été enrôlés. Une arme à la main et surtout une caméra dans l'autre. Bien meilleur communicant que chef de guerre. Homsen, c'est le cyber-djihadiste mégalomane. D'autres préfèrent rester très discrets. Fabien Klein, lui, n'a aucun compte sur les réseaux sociaux et n'apparaît sur aucune vidéo. Il est pourtant devenu une voix, celle de Daesh. Minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française, le Stade de France. De la Réunion à Bagdad, de Toulouse à Raqqa, l'insaisissable Fabien Klein est un vétéran du djihad. Proche des frères Merah, ce dangereux idéologue a sans cesse été surveillé, mais rarement arrêté. Depuis 15 ans, il sait vivre dans la clandestinité tout en continuant à recruter. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de ceux qui tirent les ficelles du djihad, les recruteurs. Les djihadistes d'Omar Homsen ont installé leur campement il y a quelques semaines, loin des zones de combat. Une vie étonnamment calme. Aucun bruit de bombardement, juste quelques cris d'enfants. Des petits Français. Là, dans les épines. Oh, ça fait mal, non? La version familiale du djihad. Chaque mois ou presque, des mariages, des naissances. Un quotidien strictement encadré par la loi islamique, la charia. D'un côté, les hommes. De l'autre, les femmes, toutes entièrement couvertes d'un niqab. Aucune d'entre elles ne s'exprimera devant notre caméra. La moitié à l'intérieur et l'autre moitié à l'extérieur. Pour le chef du groupe, l'émir Omar Homsen, l'émigration en Syrie, la Hijra, est un projet de vie à long terme. Après 15 déménagements dans toute la région, les jeunes niçois construisent pour la première fois des maisons en dur. Pour financer les travaux, la vie du campement, les djihadistes peuvent compter sur la Ghanima, les butins de guerre. Ceux qui témoignent se disent heureux et remercient Allah dès qu'ils le peuvent. On est bien ici, et on manque de rien. Et regardez, vous avez vu, on est en train de construire des maisons. Qu'est-ce que vous voulez de plus, subhanallah? Alhamdulillah. On est venu ici en sachant ce qu'on allait trouver. En sachant qu'on allait trouver moins de confort, moins de nourriture, moins d'accès à tout ce qu'on avait là-bas. Donc, quand on est venu, on était surpris parce qu'on s'attendait à beaucoup pire. Et Allah il nous a facilité.
celui qui sort dans le sentier d'Allah, Allah il facilite et nous, alhamdoulilah, on est là, on vit bien. Là, on est en train de construire des maisons. Jamais de la vie en France, on aurait pensé construire des maisons sans devoir travailler des années et des années. Prends une pelle, donne-leur un coup de main. C'est mieux, c'est mieux. Tu restes avec Abou Saleh. Abou Saleh, Abou Safia. Chacun ici se fait appeler par son nom de combattant. Tous obéissent à leur chef, sans broncher. Et Loulou. J'ai la vérité, moi, des fois, c'est quoi mon problème? Comme tu as dit, je travaille et je pars. Voilà, des fois, je suis sérieux, je travaille bien. Il y a des fois, je sais pas, j'ai pas envie, je sais pas, l'envie de travailler, elle n'est pas. Voilà. Et on te dit, vas-y, fais. Quand on te donne un travail, quand tu le prends, c'est comme un engagement. Donc tu le prends et tu le termines. Tu as vu, tu termines, c'est une confiance. Ouais. Chef des travaux, chef de guerre. Arrête de demander, va le chercher. Sur le camp, l'omniprésent Omar Homsen est aussi imam. Celui qui reconnaît avoir 3 femmes incite chaque combattant à faire venir de France sa copine. Il célèbre ensuite les mariages sur le camp, en Syrie, ou comme ce jour-là un baptême musulman, celui du bébé de Guillaume. Pour l'occasion, un mouton va être sacrifié. Le prédicateur, qui ne parle pas arabe, va faire un long prêche. Il en profite au passage pour dénoncer un manque de tolérance de la France envers les musulmans. L'animal, une fois qu'il est comme ça, on tranche la patte, on fait une petite entaille, on met un tuyau. Nous en France, moi je me rappelle quand on faisait ça en France, on se cachait parce que la loi française ne permettait pas de faire ça. Et donc en fait c'était une loi hypocrite parce qu'ils disaient non c'est interdit. Mais quand on allait acheter nos moutons, eh bien on les mettait dans les voitures et des fois on passait devant les barrages de police et ils voyaient les moutons et ils disaient allez-y, allez-y, allez-y. Donc c'est un peu des lois hypocrites, ils disaient non mais voilà. Durant ces 3 jours, nous n'avons filmé aucune scène de combat. Allez vas-y, on soulève, il faut du monde. Benyad Mechoui, le chef djihadiste, a choisi de nous montrer des moments à la fois tranquilles et symboliques de la vie musulmane. Durant notre tournage, certains jeunes auraient pourtant été amenés à combattre, mais pas ceux que nous filmions. Nous avons pu récupérer une partie des archives personnelles d'Omar Homsen. Des images bien loin de la vie paisible du camp. Les frères, chacun sur un bonhomme, écartez-vous, visez votre bonhomme et marchez sur lui. Le recruteur filme et commande tout, même les séances d'entraînement. Pour les nouvelles recrues, la formation militaire est obligatoire. Seuls les hommes combattent. Genoux. Mais Omar Homsen met également en scène les femmes, juste pour l'image. Encore une. Encore une. C'est bon, nickel. Nous avons récupéré cette ville en seulement 4 jours. Je crois que c'est 4 jours. Même sur la ligne de front, Homsen ne quitte pas sa caméra. On va continuer, on va prendre tous les Akia et ensuite on va aller prendre Kassep. Plus concentré sur l'image que sur les tirs ennemis. Regardez cette grande ville. Cette ville qu'Allah a donnée aux Moudjahidines, qu'Allah a donnée aux musulmans et que maintenant... Ouh. Bon, elle n'est pas tout à fait prise, mais voilà quoi. Sur ses propres images, Omar Homsen n'apparaît que rarement
en situation de combat. Contre qui se bat-il au juste? J'ai pu lui poser directement la question. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, 2 secondes. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis sa fausse mort. L'entretien se fait à distance, par Internet. Vous-même et votre groupe, est-ce que concrètement vous combattez? Notre ennemi est ciblé, c'est-à-dire notre ennemi c'est Bachar al-Assad. Nous sommes des personnes qui revendiquons haut et fort notre dogme islamique, qui est la Aqidah, qui dit que quand une nation musulmane est attaquée, tous les musulmans doivent venir à son secours. Donc quand nous sommes en France et que nous voyons le peuple syrien se soulever contre son gouvernement et ensuite se faire massacrer, c'est une obligation pour nous de quitter ces pays-là et de venir les secourir. Donc oui, nous faisons le djihad, mais le djihad, en fait, c'est un combat noble. C'est un combat noble, car c'est un combat de secours et de défense. Selon Omar Homsen, le groupe qu'il dirige a participé à une dizaine de batailles en 3 ans, beaucoup moins que chez Daesh. Allez les frères! Le voici, mêlé aux troupes de Jabhat al-Nosra, lors de l'offensive autour de Girs, l'été dernier. Allez les frères, ils sont encore là! Sur ces images apparaît Guillaume, le jeune niçois qui baptisait son fils. Toujours filmé par Omar Homsen. Allahu Akbar! Ils sont où? Ils sont partis? Il y a la mosquée bleue là, sur la route juste en bas à droite. Allahu Akbar! Ils viennent de repousser l'armée du régime de Bachar al-Assad. Comme la plupart des djihadistes, les Français aiment parader après les combats. Aussi fiers que s'ils avaient libéré leur propre ville, comme ici à Idlib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, regarde la tête du tarout, la tête du tarout. Galvanisés par la reconquête des bâtiments officiels, tels des automates fanatiques. Alhamdulillah, on marche aujourd'hui sur le portrait de Bachar dans la ville d'Idlib. Inch'Allah, on va marcher sur la tête de tous les terroristes arabes. Au contact d'Omar Homsen, les jeunes Français semblent avoir pris goût à la guerre et à la violence. Allahumma inna laka al-hamd, Allahumma inna laka al-hamd. Salam alaikum! Film, mon frère! Dans les rues d'Idlib, fraîchement reprises au régime, étrange moment d'euphorie. Oh, Allahu Akbar! Frère, c'est Nice. Frère, c'est presque Nice. T'as raison. Hein? C'est Nice. T'as vu Nice, la Côte d'Azur? C'est autant de bâtiments, c'est autant de magasins. Mélange de rire et discours de haine. Avec Hariten, on va libérer ville par ville, rue par rue, immeuble par immeuble, Inch'Allah. On va arriver là-bas et on va les égorger les juifs. Cette haine de l'ennemi les pousse-t-il à commettre des exactions sur la population, comme le fait Daesh? Rien, à aucun moment, ne l'indique sur ces images. Là encore, Omar Homsen tient à marquer sa différence. Depuis 3 ans que vous êtes, vous et votre groupe, en Syrie, vous avez bien sûr assisté aux exactions commises par l'État islamique, à l'application violente de la charia. Est-ce que vous les condamnez? Ils ont une compréhension de la charia qui est différente de la nôtre. Nous avons une méthodologie complètement différente de celle de l'État islamique. On éduque d'abord la population. On la fait comprendre et on la fait aimer aussi la religion. Et ensuite, eux-mêmes demanderont
que la justice soit appliquée. Et donc, à partir de là, nous pourrons appliquer les lois de la charia. Oh Yahya, ils sont pas culs, laisse-les frère, laisse-les cuire. Yahya. Comment un seul homme a-t-il convaincu autant de jeunes d'aller se battre à 3500 km de chez eux? C'est dans ces quartiers qu'Omar Homsen a connu la plupart de ses futurs recrues pour le djihad. Le franco-sénégalais, de son vrai nom Omar Diaby, y est déjà une figure locale. Un grand frère qui navigue depuis 10 ans entre le banditisme et la prison. Tous les jeunes du quartier ont entendu parler de ce braqueur. Un jour de 2003, il s'en est pris à la forteresse ultra sécurisée de Monaco, à quelques kilomètres de là. 2 bijouteries dévalisées en plein jour. Sa réputation est faite. Il a déjà une sorte de légitimité charismatique en raison de son passé de grand délinquant. C'est quelqu'un qui est connu pour avoir fait plusieurs braquages. C'est quelqu'un qui a du sang sur les mains puisqu'il a été impliqué dans une affaire d'homicide. C'est vraiment, entre guillemets, c'est un peu un boss de la cité. Hein. C'est quelqu'un qui est craint dans les cités comme un gros caïd de cité, effectivement. En plus, il est physiquement impressionnant. Il en joue. Les jeunes s'identifient à lui? Enfin, moi, ce que j'ai rencontré, j'en ai rencontré quelques-uns, il y avait une véritable phénomène d'identification, voire de mimétisme. C'est-à-dire qu'ils veulent être comme lui. Mais après sa dernière sortie de prison, Omar Diaby aurait eu un déclic. Il se serait plongé dans la religion. Sa tante, Asifatou Gueye, longtemps restée très proche de lui, se souvient d'un ex-détenu qui faisait très bonne impression dans la famille. Il était calme, il sortait pas beaucoup. Si c'est pas la mosquée, c'est sa mère. Voilà. Tout ce qu'il faisait, nous, au moins, ce que je voyais, hein, qui disait les enfants, il faut faire la prière, il faut se comporter bien, et nous tous, pour nous, on dit, ben c'est bien, parce qu'il a changé, parce qu'il fréquentait des voyous, tout ça. Je dis, ben c'est bien, parce qu'il a changé tout ça. Pour nous, c'était quelqu'un de bien. Ça ne va pas durer. Omar Diaby glisse rapidement vers un islam plus rigoureux. Quand il est sorti de prison de Nice, là, c'est là que je le voyais avec un petit peu de truc, avec son pantalon court, là. Ah, mais non. C'est en prison qu'il s'est un petit peu Moi, rapproché de la religion? Moi, c'est sûr que c'est après la sortie de prison de Nice qu'on a vu que vraiment il y a un changement. Il était radical, vous pensez? Ben, moi, je sais pas si on appelle ça radical ou je sais pas si le fou, je sais pas, mais en tout cas... Passé en quelques mois du banditisme au salafisme, il délaisse la mosquée de son quartier, trop modérée à son goût. Le Niçois se lance alors dans un prosélytisme acharné dans la rue. En bas des tours, le repenti utilise sa réputation d'ancien voyou pour impressionner et convertir les jeunes. Ce qui explique qu'il a un nombre de fidèles important, à mon sens, c'est vraiment ce travail quotidien, d'abord qu'il a fait de prédication dans la ville de Nice, dans les quartiers populaires de Nice. Il allait voir les jeunes, il allait leur dire non, ça il faut pas, fais ta prière, va à la mosquée, n'en va pas à la plage, sinon tu vas aller en enfer. Il faisait peur vraiment aux jeunes, mais sur un terrain religieux. En permanence ces rappels au quotidien. Et donc il avait cette ascendance sur les gens. Il a réussi à les hameçonner, il ne va pas les lâcher. Le prosélyte organise des matchs de foot suivis de réunions. Elles se déroulent à quelques mètres.
dans un lieu qu'affectionnent les jeunes. Son snack. Le voici filmé 8 ans plus tôt par les caméras de France 3. Voilà mon ami Omar, mon ami d'enfance. Diaby est alors un petit patron, tout juste sorti de prison. Souvent entre collègues, si quelqu'un il a une bonne idée, on se réunit et entre amis d'enfance. Et voilà, on donne un coup de pouce à l'autre et ensuite chacun monte son affaire et petit à petit il rembourse. Ce snack va devenir son centre de radicalisation. Sandwich offert et partie de jeux vidéo pour appâter les jeunes. Des heures durant, au fond du restaurant, il les initie au salafisme. Il s'y prenait comme faisait il y a 20 ou 30 ou 40 ans le curé du quartier, comme faisaient les jeunesses communistes dans les maisons des jeunes et de la culture. Il y avait un vrai maillage des quartiers. Ce maillage a disparu et il a laissé la place aux prédicateurs ou à des gens qui font exactement le même boulot que faisaient les curés, c'est-à-dire proposer des sorties, des réunions, de la discussion, du sens. Il leur amène le truc qui dit, regarde, tu vis ici, t'es pas bien, t'es souvent dans une famille monoparentale, la plupart des gamins, ils n'ont pas de papa, le papa a disparu complètement, et il leur amène de l'espérance et du sens. Et je pense que ça fait partie du terreau sur lequel il a construit ses recrutements. 3 ans avant la Syrie, le prédicateur commence déjà à vendre à ses nouveaux disciples un projet concret. Émigrer vers une terre d'islam, la Hijra. Ce message, il y a 2 principaux courants dans l'islam. Il entend le diffuser à toute la France. Il s'enferme chez lui 12 heures par jour et réalise une série de vidéos de propagande censées révéler la véritable histoire de l'islam Oh, vous les croyants, et même de l'humanité. vous avez 2 chemins qui vous sont proposés. Celui que l'Occident vous propose et celui qu'Allah vous impose. À vous donc de faire votre propre choix. Mais celui qu'Allah veut pour vous commence par la hijra. Images d'actualité, références coraniques, théories complotistes, effets spéciaux. Une propagande bricolée mais très efficace et surtout largement sous-estimée par les autorités. Ces vidéos qui sont diffusées sur YouTube, sur Dailymotion et initialement sur Facebook, sur sa page à lui, puisqu'il avait une page qui était suivie par des milliers de personnes, elles passent en dessous des radars médiatiques, c'est en dessous des radars sécuritaires. Personne n'imagine et ne réalise l'impact que ça, c'est en train d'avoir sur des dizaines, voire des milliers de jeunes. Le logiciel est installé dans la tête des Niçois. Il ne leur manque plus qu'un événement pour basculer. Fin 2012, le conflit syrien tourne au massacre. Les images de Bachar al-Assad bombardant son propre peuple choquent le monde entier, à commencer par Omar Homsen. Le propagandiste intègre quelques-unes de ces images les plus insoutenables dans ses propres vidéos. Aujourd'hui, si les musulmans vivent ce qu'ils vivent, subissent ce qu'ils subissent, vivent sous l'oppression, l'agression et l'humiliation, s'ils sont combattus... Après la Hijra, il appelle désormais au djihad. Et lorsqu'on leur dit, mais il y a une autre solution, qui est le djihad défensif, le djihad farda'in. Dans le quartier, Omar Homsen intensifie les recrutements. Il invite de nouveaux groupes d'amis dans son snack. Grâce aux vidéos, il les convainc que le djihad va changer leur vie. Et lorsqu'on leur dit, mais il y a une autre solution, qui est le djihad défensif. On leur a promis qu'ils seraient les héros de l'islam, qu'ils sauveraient des hommes, des femmes, des enfants
dans une situation de grande douleur. On leur a dit que la vie serait facile, beaucoup plus facile que ce qu'ils vivent en Europe, où manifestement ils sont haïs. On les a convaincus de l'inutilité de leur vie ici et du sens qu'ils se prendraient cette vie dans cette zone du monde. Et puis, il leur promettait le paradis, hein, tout simplement. Partir là-bas, c'est accès direct au plus haut degré de paradis pour tous les moudjahidines qui sont partis combattre. Non seulement vous aurez le paradis, mais en plus, vous souffrirez l'équivalent d'une douleur de moustique à la première égratignure. Et à la première goutte de sang versée, vous êtes un martyr. Donc vous accédez au plus haut degré de paradis. Le recruteur s'adapte à ses cibles. Aux violents, il parle de combat. Aux âmes sensibles, d'aide humanitaire. Aux plus religieux, il récite le Coran. En 6 mois seulement, les jeunes du quartier sont retournés. On n'arrivait plus à vivre avec cette conscience. On se sentait hypocrite et on voyait qu'on délaissait nos obligations vis-à-vis des musulmans et des faibles qui se faisaient attaquer sans cause, sans raison valable. Et je me suis dit, il faut que je fasse ce qu'Allah a dit et son messager. Après, je me suis décidé à partir. Brian et ses copains sont partis du jour au lendemain, comme pour une fugue, dissimulant jusqu'au bout leur projet à leurs proches, sur les conseils d'Omar Homsen. À l'été 2014, tout le quartier est traumatisé. Nous avions alors rencontré plusieurs mères de famille, désespérées. Comme celle de Brian, 17 ans à l'époque. Il venait à peine de se convertir. Moi, je sais plus quoi penser, je sais plus quoi dire. Je suis venu, je suis là, voilà. On est tombé dedans comme ça du jour au lendemain. Et voilà, je veux rester en contact avec lui, je lui demande s'il va bien. Voilà. Moi, tout ce qui compte, c'est qu'il va bien. Et chaque fois, je lui demande de rentrer. Brian était parti avec son ami d'enfance, Frédéric, 19 ans, sans emploi. Ce jour-là, sa mère découvrait à peine le rôle néfaste joué par Omar Diaby. C'est pas ces gamins qui ont appris, qui savent que les femmes se font tuer. Ils connaissent rien, ils savent même pas qui est Bachar al-Assad, ils savent même pas ils connaissent aucune politique, aucun... Fred, il faut pas y demander même qui est le président de la République. Je suis certaine qu'ils sauraient pas vous répondre à l'heure actuelle. Ils s'intéressaient pas particulièrement à la situation politique. Pas du tout. Rien, mais rien, de rien. Je sais pas comment on peut utiliser des enfants pour une religion, pour des guerres. C'est de l'abus de faiblesse? J'ai pas de mots pour ça, j'ai pas de nom, c'est tellement horrible, j'ai pas... Même les pires des mots que je pourrais dire, ça les définirait pas, ces gens-là. Est-ce que vous comprenez que les familles puissent penser que vous les avez manipulés et que vous avez gâché leur vie? Est-ce que vous comprenez ça? Non, je comprends pas trop ça. S'ils ne voulaient pas que leurs enfants connaissent l'islam ou etc., eh bien, il aurait fallu trouver une solution chez eux. Donc, c'est des choses, c'est tout à fait naturel, c'est comme ça. Eh bien, les familles sont frustrées, ils préfèrent voir leurs enfants continuer de fumer, de boire ou être en prison. Ils préfèrent ça que l'islam. Un homme sans état d'âme. Comme beaucoup de recruteurs, il a également enrôlé des membres de sa propre famille. Sa tante est en dépression depuis 3 ans.
Moi, en tout cas, il m'a tué parce qu'il a vidé ma maison. Voilà, il a vidé ma maison. Il a ramené tous mes enfants, tous les 8 petits-enfants avec lui, et leur mère et père. Ça fait mal quand vous voyez les enfants, mes enfants qui étaient là avec moi tout le temps. Les enfants qui étaient bien et tout. Hein? Et tout d'un coup comme ça, on les voit tous partir un par un. Ça fait mal aussi. Hein? Depuis notre tournage, l'une des filles de Madame Gay, que nous avions croisée ce jour-là, aurait rejoint elle aussi le groupe d'Omar Homsen en Syrie. Elle avait déjà effectué un aller-retour en 2013. À l'époque, malgré les surveillances policières, Diaby assure aussi un soutien logistique. Itinéraire, hôtel, passeurs, une vraie filière d'acheminement. 20, 30, bientôt 80 départs rien que pour Nice. 200, peut-être plus, dans toute la France. Omar Diaby a fait plus qu'ouvrir la route. Il a pavé le chemin, il a guidé tout le monde. Et une fois qu'ils étaient en Syrie, c'était l'équivalent d'un guide du routard pour djihadistes français. Clairement, si Omar Diaby et ses proches n'avaient pas pu faire ce qu'ils ont fait, je pense qu'on peut facilement imaginer qu'il y aurait aujourd'hui un quart de djihadistes français en moins en Syrie. Mohamed Rasulullah, Mohamed Rasulullah, la ilaha illallah. 3 ans plus tard, le contexte a bien changé. Autour d'Omar Homsen, le nombre de combattants a été divisé par 4. Ce jour-là, 2 combattants d'un groupe allié viennent de se faire exploser en kamikaze sur une position ennemie. Regardez là, Allahu Akbar. Qu'Allah les accepte. Des mômes des quartiers, désormais fascinés par la mort. Depuis 2013, une dizaine de jeunes seraient morts parmi les recrues du djihadiste français. Omar Homsen est parvenu à convaincre ceux qui sont encore en vie que finir sous les balles est une récompense de Dieu. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un franc. Il y a eu un franc, alhamdoulilah, et on a participé à ce franc. J'ai utilisé ma kalash. Quand je voyais l'ennemi d'Allah, je visais avec ma kalash, et Allah, c'est lui qui tire. Et je visais l'ennemi d'Allah. Et alhamdoulilah, j'en ai tué par la grâce d'Allah. Et voilà. Je vais rester ici jusqu'à atteindre mon objectif, le Firdaus al-A'la, le martyr, Inch'Allah. Qu'Allah nous l'accorde. Glorifier la mort, admirer les terroristes. L'emprise d'Omar Homsen et de son idéologie est totale. Dans sa tente aménagée en cellule média, il continue de réaliser ses vidéos de propagande. Cabu disait aussi souvent, un jour vous allez voir, ils vont nous tirer tous dessus. Ouais. La prochaine est un hommage glaçant aux frères Kouachi, les tueurs de Charlie Hebdo. J'ai le souvenir que la conférence de rédaction s'était très bien passée, que tout le monde était en forme, c'était la première fois qu'on se voyait depuis la nouvelle année. Qu'est-ce que tu en penses de cette démarche? On nous attend avec une concept de Mahomet, tu vois, moi je pense. Veut-il attirer de nouvelles recrues?
Le djihadiste franchit en tout cas une étape. Il légitime le terrorisme. La sentence, elle a été montrée par le prophète Mohammed lui-même à son époque. D'accord? Donc, ceux qui l'ont insulté ont été exécutés. Donc, si le fait de soutenir les Kouachi fait de moi un terroriste, alors je suis un terroriste. Parce que si quelqu'un insulte notre messager, la sentence, c'est pas d'aller et d'argumenter. Cette fois-ci, on n'argumente pas avec ces gens-là et on applique et on fait ce que les Kouachi ont fait. Est-ce que vous-même, vous auriez été capable de mener une telle opération? Si Allah me l'avait permis, j'aurais voulu être choisi pour faire cela. À ce jour, rien ne permet d'établir qu'Omar Homsen serait lié à un attentat. Mais nombre de Français qui ont vu ces vidéos ou qu'il a lui-même recrutés sont passés entre-temps dans les rangs de l'État islamique, beaucoup plus violents. Sa responsabilité, c'est d'avoir amené des jeunes dans un endroit où ils n'auraient jamais dû être, de les avoir exposés à la mort d'abord. Et puis pour certains, je ne sais pas quel est le pourcentage, et de toute façon c'est plus une histoire de pourcentage, d'en avoir fait des Daoud, des gens qui vont revenir avec de la haine. Beaucoup de gens qui sont là-bas s'endurcissent et deviennent de plus en plus dangereux en cas de retour, puisqu'ils sont capables de mener des opérations armées, ce qu'ils n'auraient pas pu faire sans la formation militaire en Syrie. Il y a sans doute parmi les gamins qui sont partis là-bas des jeunes gens qui sont devenus de vrais djihadistes. Des jeunes gens en colère et des jeunes gens qui sont sans doute prêts à revenir, comme le 13 novembre à Paris, faire ce que d'autres ont fait. Dans l'ombre de ceux qui sont passés à l'acte sur le territoire français, on trouve aussi d'autres recruteurs. Parmi eux, Fabien Klein, un Toulousain de 38 ans. Au soir du 13 novembre, la capitale est frappée en plein cœur. Des attaques simultanées à Saint-Denis et dans Paris. 130 morts. 24 heures plus tard, un enregistrement arrive de Syrie. Dans une attaque bénie dont Allah a facilité les causes. Son phrasé, son accent, les services de renseignement reconnaissent immédiatement la voix qui lit le communiqué de Daesh. Ils la connaissent depuis 15 ans. C'est celle de Fabien Klein. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. Sur la macabre vidéo, à la gloire des 8 kamikazes, une autre voix entonne des nashids, des chants religieux. C'est celle de son frère cadet, Jean-Michel. Depuis 15 ans, Fabien, le leader, a enrôlé des dizaines de jeunes Français partout où il est passé. Omar Homsen, le mégalo, misait tout sur le buzz. Lui est un dangereux idéologue qui a toujours agi dans l'ombre. Après le 13 novembre, les enquêteurs refont son parcours. Ils se tournent vers Alençon, dernière adresse connue de Fabien Klein. Quartier populaire de Persaigne, il y a vécu une partie de sa jeunesse. Il y possède toujours de la famille. L'une de ses proches, interrogée par les policiers, a accepté de nous aider à comprendre. Comment les deux frères ont-ils basculé? D'où vient leur haine? Elle-même, encore sous le choc, cherche à résoudre une énigme. Avant d'être musulmans, ils allaient dans les bars. Ils étaient chanteurs de rap. Ils faisaient des concerts. Ils fumaient. Ils buvaient. Ils ont attaqué qui? Des gens qui se détendaient, qui buvaient un verre, qui fumaient, qui allaient dans des concerts. Tout ce qu'eux, ils faisaient avant. Donc, ils ont oublié d'où ils venaient.
Inséparables, les deux frères passent leur jeunesse ballottés entre La Réunion et Alençon. Groupe de rap, BEP de métallurgie abandonné et petite délinquance. Jusqu'au jour où ils délaissent la Bible, pour le Coran, ils ont 20 ans. Presque toute la famille catholique pratiquante va alors progressivement se convertir à l'islam. Sous l'influence déjà de Fabien, le plus érudit, au discours séduisant. Il parle bien, il s'exprime bien. C'est-à-dire? Il a une éloquence où on aime bien l'écouter parler. Moi, après être devenue musulmane, j'aimais beaucoup l'écouter parler de la belle religion musulmane. Pas de ce qu'il fait là, mais de la vie de notre prophète, tout ça. C'était une belle chose. Il en parlait, c'était de l'amour qui sortait de sa bouche. Qu'est-ce qu'il disait par exemple? Que notre prophète était bon, que l'islam était bon, tous les bons côtés de l'islam. Les deux convertis cherchent alors une grande ville pour, disent-ils, pratiquer leur religion comme ils l'entendent. Ce sera Toulouse, dans le quartier du Mirail, où les salafistes commencent à avoir de l'influence. Sans travail, ils vivent surtout des minima sociaux. Les frères Klein se marginalisent. Pour vivre, ils vendent aussi des produits islamiques sur les marchés du quartier, une curiosité pour l'époque. Ils font beaucoup de propagande. Ils vendent des livres, des cassettes sur des étals. Ils apparaissent bien sûr au grand jour, proposent la littérature coranique. Ils ont été vite repérés pour cela, parce qu'ils sont quand même atypiques à cette époque-là, dans le quartier du Mirail, avec leur barbe, leur djellaba, et puis leurs épouses qui sont couvertes de la tête aux pieds, qui portent la burqa, ce qui à l'époque est très rare. À tel point qu'on les appelait le clan des Belphégor, parce que c'est vrai qu'elles étaient, enfin, on ne pouvait pas les rater. Le duo est bien rodé. Dans l'ombre, Jean-Michel assure les ventes. Fabien, lui, apostrophe les passants avec des tracts. Il convertit à tour de bras une centaine de jeunes en quelques années. Et petit à petit, donc avec son frère, ils vont tisser cette toile sociale, cette toile radicale qui va leur permettre d'être un peu au centre des choses. Et c'est à partir de ce moment-là donc qu'ils vont faire l'objet d'une surveillance par les services de renseignement. La police est d'autant plus méfiante qu'au même moment, les islamistes viennent de montrer au monde entier ce dont ils sont capables. Le 11 septembre 2001, Al-Qaïda fait basculer l'Occident dans l'ère du terrorisme de masse. L'intervention américaine en Irak, 2 ans plus tard, fera basculer certains Français dans l'idéologie djihadiste. Les frères Klein seront parmi les premiers. Sur les marchés, Fabien Klein commence à vendre des cassettes à la gloire de Ben Laden et traduit ses discours. Il veut être, comme lui, un leader influent. Alors, pour gagner en crédibilité, les deux convertis vont voyager. Dès 2003, direction Le Caire, où ils vont apprendre l'arabe littéraire dans les écoles coraniques. Régulièrement, ils rencontrent aussi des imams radicaux en Belgique, à Molenbeek. Il parle arabe, connaît parfaitement le Coran. Fabien Klein est devenu un prédicateur redoutable. Il a agrégé autour de lui une mouvance radicale, sous l'œil impuissant des policiers. C'est toute la difficulté pour les services de police, tous ces gens-là qui sont les prédicateurs, qui sont en arrière-plan. Pourquoi? Parce qu'ils ne commettent rien de délictuel. Et la police française, pour les neutraliser, elle doit avoir des délits ou des crimes qui doivent être commis.
Le prosélytisme n'est pas interdit, quelle que soit la religion. Le fait de convertir des gens non plus. Fabien Klein est donc libre d'emmener ses recrues en week-end à la campagne. À 1 heure de Toulouse, dans le petit hameau d'Artigat, dans l'Ariège. Là où vit un homme clé pour toute une génération de djihadistes. Bonjour. Olivier Corel, 69 ans, alias l'Émir Blanc. Il a longtemps hébergé et enseigné la religion aux frères Klein. Rien d'illégal. Pas envie d'en parler parce que je suis fatigué. Merci madame. J'étais interrogé pendant 2 ans par maître très vite, je magistrat. Et puis j'ai suivi vivant toujours. Je suis dehors, libre toujours. Libre et jamais condamné par la justice. C'est pourtant bien dans sa ferme que se sont tenues d'innombrables réunions durant lesquelles Olivier Corel parlait du Coran, de géopolitique et des bienfaits de la guerre sainte. Au premier rang, Jean-Michel et surtout Fabien Klein, qui va vite passer de la théorie à la pratique. C'est tout un réseau d'islamistes qui a été démantelé cette semaine. C'est dans cette maison isolée qu'est intervenue tôt ce matin la division antiterroriste. Fin 2006, 2 Toulousains que Klein a incités à partir sont arrêtés les armes à la main alors qu'ils tentent de rejoindre le front irakien. Resté en France, l'idéologue Fabien Klein est désigné comme tête pensante de cette première filière djihadiste. Il est condamné à 5 ans de prison. Fabien Klein apparemment n'a jamais eu l'intention de partir en Irak. Il l'a peut-être fait croire à ses recrues, peut-être qu'il a hésité un moment. Une des recrues qu'il a envoyées en Irak dira de lui, en fait, c'est quelqu'un d'assez peu courageux. Sa vision du djihad, c'était d'envoyer les autres mourir à sa place. Donc là, se dessine un peu une personnalité d'un recruteur de l'ombre, d'un mentor, d'un idéologue, d'un maître à penser, qui lui-même n'envisage à aucun moment de commettre un attentat, ni même d'aller combattre les armes à la main. 3 ans plus tard, en 2012, alors que Fabien Klein est toujours en prison, un de ses proches, visiteur assidu d'Artigat, va lui aussi passer à l'action. Mohamed Merah, le tueur au scooter qui a abattu froidement 7 personnes à Toulouse. Merah, le petit voyou qui s'est radicalisé dans les mêmes quartiers, dans la même nébuleuse islamiste. Merah et Klein, ensemble en 2006, dans la même école coranique en Égypte. Pour l'avocate des familles des victimes, Mohamed Merah et son frère Abdelkader n'ont pas pu basculer dans la folie djihadiste sans l'aide de Fabien Klein. C'est des personnes qui étaient à la recherche d'un mentor, de quelqu'un qui pouvait leur donner l'assurance de passer à une action. Ils avaient tout en eux et ils avaient besoin de cette pulsion. Et ils l'ont trouvé auprès de Corel. Et surtout, grâce aux enseignements de Fabien Klein. C'est quelqu'un qui, idéologiquement, avait une capacité extraordinaire à encadrer et à endoctriner des jeunes. À sa sortie de prison, Fabien Klein n'a rien perdu de ses convictions radicales. Interdit de séjour à Toulouse, il revient s'installer à Alençon. Dans un premier temps, il se fait discret. Une vie normale. Genre, par exemple, il part le matin, il va au boulot, il rentre le soir tranquillou. Voilà. Il se pensait pas surveillé. Ou peut-être qu'il se pensait surveiller, qu'il n'avait rien à foutre. Peut-être. Et qu'est-ce qu'il faisait de sa vie au quotidien, de ces journées? J'en sais rien. Travailler? Non. Il ne voulait pas s'intégrer dans la société. Fabien Klein reprend alors sa seule activité connue, la vente de produits religieux sur les marchés. C'est ces produits
à Fabien. C'est quoi? Des produits islamiques de bien-être faits à base de graines de nigel. C'est de l'huile de massage. Là, c'est du shampoing pour les cheveux, du savon. C'est voilà, quand il allait en Belgique, en Allemagne. Et pourquoi il aurait été en Belgique pour faire ça? Ah ben ça, j'en sais rien. Ah, ça, je peux pas vous le dire. Je suis au courant de rien, donc je peux vous dire, je sais pas. L'Allemagne, je peux vous dire, il m'en avait parlé, c'est parce que c'était moins cher au niveau des contenants. Avec sa casquette de vendeur ambulant, Fabien Klein voyage chaque semaine. Régulièrement, il va se réapprovisionner en livres, vêtements islamiques, produits de bien-être, chez des fournisseurs en Belgique. L'ex-détenu, qui a vécu 10 ans entouré de disciples, vit désormais isolé. Il va tenter de retrouver une influence dans cette mosquée, à Alençon. Début 2013, il vient prier ici 5 fois par jour, inscrit ses 3 enfants à des cours d'arabe. Dissimulant son passé de terroriste, il tente de charmer le directeur, puis les fidèles. Moi j'ai discuté avec lui, donc il avait un savoir dans la religion. C'est quelqu'un qui... c'est un beau parleur. Il impressionne celui qui est en face de lui. J'avais même pensé... parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'imam. J'avais même pensé lui proposer de faire un prêche, pour vous dire. Est-ce qu'ici, concrètement, il a tenté de réunir en marge de la prière des groupes? Enfin, je pense qu'il a essayé, en parlant aux gens, je pense que chaque fois, on le voyait avec différents groupes. Donc, il essayait de les attirer. Mais... des jeunes? C'est des jeunes. En général, c'est des jeunes et des convertis. Le djihadiste ne sera pas resté discret bien longtemps. 6 mois après sa sortie de prison, il a replongé. Écarté de la mosquée, il loue alors un second appartement au nom de sa femme. Il organise des réunions avec des jeunes musulmans d'Alençon. Certains parlent d'un lieu de prière clandestin. Dans cette petite impasse discrète, les habitants s'inquiètent de cet étrange manège. Une employée d'un commerce voisin, bonjour madame, nous le confirme. Fabien Klein là, vous voyez qui c'est lui? Par le nom, non. Ah oui, il est là. Oh, comme ça, je connais. Même il est venu faire le cours chez moi. Il était habillé comment? Une robe, ça s'appelle Shlab Rose. Est-ce qu'il se rappelle? Avec un robe blanc, avec un truc, un truc blanc qui met sa tête, et qu'il y a plusieurs personnes en barbe. C'est ça là, il y en a une quinzaine, était là. Moi, juste le début, je croyais que c'était comme des imams. Une quinzaine de musulmans, les nouveaux disciples de Klein. Mais son discours en faveur du djihad et surtout son passé de terroriste les effraie. Il lui tourne le dos. Au même moment, il voit tous ses proches rejoindre un à un les rangs de Daesh. Parmi eux, son frère Jean-Michel et toute sa famille. Isolé, surveillé, Fabien Klein se met à songer à la Syrie. Il a bien sûr continué à faire l'objet d'une surveillance. Il ne pouvait plus venir à Toulouse, donc il avait quand même perdu de ses contacts. Il n'avait pas droit d'avoir de relations avec beaucoup de personnes dans le cadre de son contrôle. Donc pour lui, c'était devenu un petit peu difficile. Et sans doute que la fuite en avant vers les terres de combat était peut-être une solution de facilité. Peut-être a-t-il considéré que sa vie à Alençon était désormais sans saveur et sans avenir, sans perspective, en tout cas au regard de son idéologie, et qu'il n'y avait qu'en Syrie qu'il pouvait se régénérer, retrouver
ses anciens copains de la cellule d'Artigat et reconstituer à la fois une bande et une famille. Mais le djihadiste, connu de tous les services, ne peut pas prendre l'avion. Trop risqué. Il lui faut un soutien logistique, une équipe. De nouveau, il va recruter. Début 2015, Fabien Klein met le cap sur la Seine-Saint-Denis. Il peut compter ici sur de vieilles amitiés, bien implantées, non pas dans les mosquées, mais dans un réseau de garages automobiles. Autour de Pierrefitte, d'Uni, des islamistes radicaux gèrent plusieurs magasins comme celui-ci. D'après nos informations, c'est ici qu'il va préparer son départ en Syrie, là encore, sous l'œil des renseignements. Il s'appuie sur l'aide d'un converti, rencontré 10 ans plus tôt dans les écoles coraniques égyptiennes, Adrien Guilal. C'est lui qui va présenter à Klein 2 nouvelles recrues très utiles, Makrem Abrougui et surtout Thomas Maillet, 27 ans. Le jeune homme, garagiste, vit dans un quartier pavillonnaire à Villetaneuse. Thomas, un profil de proie idéal. D'une famille libanaise aisée, Thomas est catholique pratiquant, féru de politique et de voyages au Moyen-Orient. Depuis ses 18 ans, il est hébergé par sa tante. Elle l'a toujours connu mal dans sa peau, voire dépressif, sans cesse tourmenté par des questions existentielles. On avait des grandes discussions sur la religion chrétienne. Et là, il cherchait. On sentait qu'il cherchait des réponses à ces questions. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Je sais qu'il a rencontré un prêtre à Saint-Denis. Je sais qu'il a rencontré un évêque. Je ne sais pas lequel. Il ne m'a pas dit. Il avait besoin de rechercher auprès d'hommes religieux des réponses. Cet homme religieux, ce sera finalement le recruteur djihadiste. Le jeune garagiste, un peu timide, sera sa toute dernière recrue. Il accepte un poste dans l'un des garages autour duquel gravite Fabien Klein. Au contact de ces musulmans radicaux, il se métamorphose en quelques semaines. Son look changeait, il laissait pousser une grande barbe, il avait des vêtements qui n'étaient pas des vêtements européens, on le voyait bien. Il mettait un camis? Oui, voilà. Je lui ai dit, tu veux devenir musulman, c'est bien, mais fais attention où tu mets les pieds. Il y a des mouvances qui sont très dangereuses. Non, non, t'inquiète pas. Ils sont très gentils, ils sont très gentils. Ils ont su faire miroiter les mots, les gestes, les façons d'être pour que quand Thomas revient, oh, mais ils sont gentils. Ah, ça m'a frappé. Ils sont gentils. Ils ont su l'attirer. Ce que Thomas a caché à sa tante, c'est qu'il assiste régulièrement à des prêches de Fabien Klein, le soir, après la fermeture du garage. Le tout jeune converti semble fasciné par cet idéologue qui, à coup de citations du Coran, justifie la guerre sainte et l'urgence de rejoindre l'État islamique. J'ai senti tout de suite sa façon d'être très mal à l'aise. Et là, il s'est mis à se balancer. J'ai trouvé mon paradis, il faut que je parte, faut que je m'en aille. Et là, il a sauté dans sa voiture, il est parti. Il a tout laissé ses affaires. Il n'a rien pris. Il est monté dans sa voiture avec ses papiers, son blouson, c'est tout. Mi-février, un mois après Charlie Hebdo, Fabien Klein et ses recrues prennent la route du djihad. Direction Raqqa.
Un convoi de 4 voitures. Pour limiter les risques en cas d'arrestation, Klein a demandé à Thomas de prendre en charge sa femme et ses 3 enfants. Chacun son itinéraire, mais les 4000 km de périple seront jalonnés d'imprévus. Ils mettront 3 mois avant de parvenir en Syrie. Visiblement, certains, pas Fabien Klein, mais certains de ses complices sont refoulés à la frontière grecque, peut-être plusieurs fois. Il y a plusieurs tentatives de passage de frontière. Donc tout ça s'étale sur quelques semaines, quelques mois. C'est un peu difficile à dater. Néanmoins, ils finissent par arriver à leur fin, alors que dans ce convoi, il y a quand même Fabien Klein, qui est un personnage historique du djihad français et qui visiblement peut passer plusieurs semaines à franchir plusieurs frontières européennes avant de gagner la Syrie sans être intercepté. Oui, il aurait été mieux d'éviter qu'il puisse partir là-bas, mais on voit bien que tous les pays en Europe sont confrontés au même problème, qu'il suffit de sortir d'une frontière, de prendre un avion pour la Turquie, et il n'y a rien de plus facile. C'est ça toute la difficulté, c'est que les terres de combat se sont rapprochées de l'Europe et qu'elles permettent par n'importe quel moyen, bateau, avion, bus, d'aller là-bas. Donc il était quasiment impossible d'empêcher physiquement Fabien Klein, par exemple, de partir en Syrie. C'était impossible. C'est impossible d'empêcher un nombre important d'individus de partir. Si on concentrait toutes les forces de la police sur 2 ou 3 individus, on arriverait à empêcher ces individus de partir. Mais ce n'est pas possible. On est dans un pays de liberté. Tant que ces gens-là n'ont pas commis des délits ou des crimes, on ne peut pas les interpeller, on ne peut pas les incarcérer. Non seulement le groupe de Klein parvient finalement à rallier la Syrie, mais les enquêteurs vont faire « 24 ans, il était déjà connu des services de renseignement. » Sid Ahmed Glam, l'homme de 25 ans, est suspecté d'avoir planifié un attentat contre une église de Villejuif en avril 2015. Un bain de sang est évité, mais Glam aurait eu le temps de faire une victime, Aurélie Châtelain, une prof de fitness de 30 ans. On a retrouvé dans les échanges électroniques de Sid Ahmed Glam plusieurs messages, des consignes qui lui étaient sans doute envoyées de Syrie et qui lui demandaient d'aller chercher des véhicules dans des garages, des armes, etc. 2 noms étaient cités comme intermédiaires, Thomas Maillet et un certain Macrem surnommé Vega. Or, ces 2 intermédiaires apparaissent comme les 2 dernières recrues de Fabien Klein et deux des personnes avec qui il est parti en Syrie. Donc c'est par l'entremise de ces 2 intermédiaires que Fabien Klein apparaît dans un projet d'attentat sur le sol français. En a-t-il lui-même été le commanditaire? A-t-il seulement radicalisé 2 personnes qui ont participé au projet? On ne sait pas encore exactement quel est son rôle dans ce projet d'attentat, mais son nom apparaît de toute évidence. Quel est le rôle exact de Fabien Klein? L'énigme obsède les autorités françaises. À Raqqa aujourd'hui, il serait l'un des cadres de la branche média du groupe État islamique. Est-ce à ce titre qu'il a revendiqué les attaques du 13 novembre? Ou en est-il l'un des commanditaires? Les enquêteurs cherchent encore. L'insaisissable Fabien Klein plane sur les dossiers terroristes. De Mera à Glam, du Caire au Bataclan, omniprésent, sans jamais laisser de preuves. Sa dernière proie, Thomas, l'aurait quitté aussitôt arrivé en Syrie. Il a rejoint un groupe djihadiste basé près d'Alep. Quant aux morts-vivants du djihad, ils hantent de plus en plus les palais de justice. Devant les juges, le nom d'Omar Homsen revient sans cesse dans la bouche des revenants.
Omar Diaby est un grand manipulateur. Il a joué avec mes émotions. Omar Diaby m'a envoûté avec ses prêches. Sa voix m'obsédait. Il m'a fait croire à de belles choses. Pour lui, la guerre c'était tout beau, tout rose. Dans quelques jours, Youssef sera lui aussi face à un juge. Il a passé 1 mois en Syrie, en 2014. À 15 ans, il était alors une cible idéale pour la propagande d'Omar Homsen. Il n'a pas rencontré directement le recruteur, mais ce sont en partie ces vidéos qui auraient provoqué, dit-il, un déclic. C'est de leur faute. Redevenu aujourd'hui un lycéen presque comme les autres, il dit avoir ressenti à l'époque une addiction malsaine à ces images violentes qu'un camarade de classe radicalisé lui montrait toute la journée. Cette personne m'a montré des vidéos vraiment atroces, des personnes qui se faisaient tuer en direct. Je me sentais mal, j'étais dégoûté, je dormais plus la nuit. Et puis petit à petit, je faisais que regarder ces vidéos, toujours en boucle, en boucle, en boucle. Et je savais que ça me faisait mal, mais c'était comme si j'avais besoin de regarder ces vidéos, je me sentais mal. Et ça fait vraiment un choc quand on n'a que 15 ans et qu'on voit ça qui nous tombe sur la tête. Surtout si on n'a jamais vu ça de toute notre vie, c'est vraiment éprouvant. Lorsqu'il est parti en Syrie, il n'était pas encore question d'État islamique ni d'attentat. Les recruteurs comme Omar Homsen vendaient aux plus jeunes un djihad humanitaire, un soutien au peuple syrien au nom de l'entraide entre musulmans. Je me suis rendu compte qu'on m'avait totalement menti, que le contexte n'était pas du tout vrai, que les gens que je devais aider, je les ai même pas vus, je les ai pas vus, j'ai même pas eu l'occasion de leur parler, ni de leur aider, ni de rien faire. Et là, j'étais répugné parce qu'on m'a utilisé pour servir une autre cause que celle pour laquelle j'étais parti au départ. C'est ça qui m'a répugné. T'as même pas vu la population syrienne? J'ai pas pu les aider, j'ai rien fait, j'ai pas pu les aider. Ils m'ont dit, toi, ton djihad, c'est d'alimenter les pages Facebook. Ils nous disent de mettre des photos d'enfants morts, d'enfants déchirés, pour pouvoir sensibiliser les jeunes qui sont notamment en France, et comme pour leur laisser un message, de leur dire venez les aider. Et puis par la suite, on se rend compte qu'avec les semaines qui passent, les paroles elles changent, le discours il devient de plus en plus rude. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est fini, il faut qu'on parte, sinon ça va mal tourner. Depuis quelques mois, le nombre de retours de djihadistes français est en nette augmentation. En mai 2016, près de 250 revenants attendraient d'être jugés. Et voilà pour ce document exceptionnel signé Romain Boutilly et Antoine Husset. On se retrouve maintenant avec vous, Gilles Kepel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des meilleurs spécialistes du monde arabe et de l'islam, enseignant à Normal Sup et auteur de ce livre Terreur dans l'Hexagone chez Gallimard sur la jeunesse du djihad français. Alors, on l'a dit tout à l'heure avant de regarder ensemble ce document. À complément d'enquête, on a hésité. Fallait-il donner la parole à un recruteur comme Omar Homsen? Fallait-il montrer ces jeunes niçois là-bas qui nous montrent qu'ils sont presque au Club Med, au bord d'une rivière? On a hésité, on s'est dit qu'il y avait le risque de participer à leur propagande, mais de l'autre côté, beaucoup d'informations. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je crois qu'il faut de toute façon, à partir du moment où on a des informations qui nous permettent de comprendre les choses, il faut être capable de les montrer. Il faut aussi les mettre en perspective, donc c'est tout ce qu'on va essayer de faire. Alors c'est pour ça qu'on vous a invité, pour les mettre en perspective. On essaie de comprendre ce groupe qu'on a donc pu filmer en Syrie. C'est pas Daesh, c'est pas l'État islamique, c'est ce qu'on appelle Al-Nosra, c'est un concurrent? Oui, en fait, on est en plein là-dedans, parce que l'opération de propagande à laquelle se livre Omar Homsen
d'une certaine manière à travers vous, mais il est aussi dépendant de ce qu'on va en faire après. Donc c'est une espèce de donnant-donnance d'une certaine façon. Omar Homsen, on a bien entendu qu'il est très critique envers le 13 novembre. Il dit ça ne touche pas le cœur des musulmans. Pourquoi? Parce que le 13 novembre, on a tué de manière indiscriminée tout le monde en France. Parmi les nombreux morts, il y a eu beaucoup de morts musulmans aussi. Et puis la première attaque au Stade de France, et moi je vais beaucoup en prison et ailleurs, on me dit, parmi des gens qui auraient dû être des recrues potentielles, c'est des barjots, ils ont tué, il y avait mon frère au Stade de France, il y avait des copains du quartier. Alors qu'il fait l'éloge, au contraire, de l'opération Charlie Hebdo, aurait voulu être l'un des frères Kouachi si Allah l'avait choisi, comme il dit, etc. Je crois que ça s'inscrit très précisément dans un conflit qui a lieu actuellement dans la mouvance djihadiste entre Daesh, dont Fabien Klein, l'autre recruteur, est un peu l'un des porte-parole par excellence, puisque c'est lui qui a lu le communiqué du 13 novembre, justement. Daesh qui est aujourd'hui en perte de vitesse parce que sa débauche de violence dégoûte les gens, parce que au lieu de faire en sorte que des musulmans dont ils voudraient qu'ils s'identifient à eux les rejoignent, finalement quand ils montent des vidéos de musulmans qui se font égorger en les appelant apostats, ça a un effet complètement négatif, au contraire. Et moi je le vois bien aujourd'hui, ici, dans les milieux que je fréquente, le 13 novembre n'est pas du tout quelque chose qui est attractif, au contraire. Il y a une crise de Daesh aujourd'hui. En plus, il y a les bombardements à Raqqa qui ont un gros impact et l'image de Raqqa comme une sorte de paradis de l'islam sur terre, c'est fini. C'est dans ce moment-là que Omar Homsen, qui avait été marginalisé, qui a donc disparu, dit-il, pour traitement, mais on n'en sait rien. Il a disparu des radars, en fait, parce qu'il était très affaibli politiquement. Tout d'un coup, fait son comeback, si vous voulez. Et il le fait avec d'autres types d'images. Alors, c'est pas des gens qu'on égorge, ils n'égorgent qu'un mouton, si j'ose dire. C'est des baptêmes, c'est la colonie de vacances, c'est des jeunes qui vivent une espèce d'utopie. Qu'on nous présente pas, bien sûr, en train eux aussi d'égorger les autres. Mais donc on a assisté en fait à une guerre médiatique, à une guerre de propagande entre d'un côté les frères Klein et leurs images terribles de Daesh. Et puis là, ce qu'on découvre, c'est que sous sa tente en Syrie, oui. il est encore sous une tente, il vit comme ça. Voilà, il a des Macintosh extraordinaires. Voilà, ce que j'allais dire, il y a l'instrument du djihadiste par excellence, qui est le Mac aujourd'hui. Et maintenant, c'est l'ère de l'Internet, des réseaux sociaux, des sites de partage, etc. C'est-à-dire que vous mettez vous-même en ligne ce que vous voulez et ça passe par-dessous. Le problème, c'est que ça crée un phénomène de saturation et de dégoût. C'est d'ailleurs tout le problème des djihadistes, c'est qu'il faut faire de la violence, il faut montrer la violence pour faire peur à l'adversaire, pour le sidérer, pour le démoraliser, et en même temps, il faut recruter. Or, ces vidéos d'ultra-violence aujourd'hui, comme elles ne débouchent sur rien à part du massacre, elles se retournent contre leurs auteurs. Qu'est-ce qu'on apprend aussi sur les recrutés, justement? Ces jeunes Niçois qui sont en Syrie auprès de lui, auprès d'Omar Homsen, ils n'ont pas l'air très très malins, ils ont l'air d'être très très inféodés à leur gourou. Oui, on a un peu l'impression d'un gourou, d'un sorcier, d'une certaine façon, qui les a complètement fascinés. Il y a le malheureux qui explique que quand il tire et qu'il tue des infidèles, c'est Allah qui tire et c'est pas lui. Donc il y a une mise en condition complète. Ça ne m'a pas étonné. J'ai vu un certain nombre de familles, dont l'une des dames qui apparaît, et on voit bien que ce sont des enfants qui naissent dans des milieux généralement, c'est pas systématique, mais généralement très déstabilisés. Le père a disparu, père PE accent grave RE, et à la place ce sont les pères PAIRS, c'est-à-dire c'est le groupe qui donne la loi, qui fournit les repères, et Omar Homsen apparaît comme ça. Je trouve qu'en particulier les images qui montrent comment il monte le snack, il organise les parties de foot, et l'endoctrinement à Nice, dans l'Ariane, qui est vraiment la face d'ombre de la Côte d'Azur. Moi, je suis niçois, donc je connais un peu cet endroit. Et personne n'imagine, quand il va sur la promenade des Anglais, qu'il y a vraiment, c'est la face d'ombre, si vous voulez.
Et ça, c'est quelque chose qui creuse les contrastes, qui fait que les Alpes-Maritimes, probablement du fait d'Omar Homsen, sont le deuxième département après la Seine-Saint-Denis en exportateur net de djihadistes parmi les départements français. Alors, ce qu'on voit dans ces images, c'est ce qu'ils ont bien voulu montrer, donc le côté colonie de vacances. On voit quand même la guerre. On apprend que en 3 ans, il y a dû avoir 4-5 opérations militaires un peu dangereuses, que ces jeunes participent à la guerre. Ce qu'on ne voit pas, mais que vous savez, c'est comment ils se financent. Quand ils ne sont pas à la guerre, quand ils ne sont pas en train de se baigner, ils participent quand même à des pillages, à des exactions, à des échanges d'otages. Alors, dans le film, ils expliquent que quand ils vont faire les attaques, ils pratiquent ce qu'ils appellent la ranima. C'est un mot arabe qui veut dire le butin, qui est légitimé par le djihad, c'est-à-dire qu'on peut s'emparer des biens, du sang, on peut tuer les infidèles, on peut prendre leurs femmes, c'est ce qu'on fait par exemple Daesh avec les familles yézidis. On peut prendre tout ça est légitime, et d'ailleurs les groupes se disputent pour le partage du butin. Cela étant, il n'y a pas énormément de butin à faire parce que la région est complètement dévastée. Ils s'emparent des villas, des piscines de l'ancien régime. Mais on voit par exemple dans les testaments des gens qui sont morts, un jeune de Sevran récemment avait indiqué que s'il était tué dans telle opération, bon, ses biens iraient à ceci, et que s'il le pouvait, il ferait du butin, et que son butin, s'il était tué après, devrait être réparti entre tel et tel frère. Vous voyez, donc c'est un concept qui est fondamental, et ils sont totalement mis en condition. Ce qui est très frappant dans les jeunes du camp de vacances, entre guillemets, dans la région de Latakia, dans cette région forestière que je connais bien, où j'allais quand j'étais jeune en Syrie faire mes études. On allait se promener dans cette région-là, qui est très belle. On voit bien qu'il mélange complètement à la fois le parler un peu cassé de jeunes des quartiers populaires, avec un français un peu hésitant, et puis c'est complètement farci de ce vocabulaire islamique qu'ils ne comprennent pas très bien, mais qu'ils utilisent comme des marqueurs, comme des scansions de leurs propos, qui marquent bien la mise en condition, c'est-à-dire que ce sont des mots qui sont dans leur bouche, dont ils ne comprennent pas véritablement la signification, mais qui indiquent l'appartenance au groupe et surtout qui indiquent la rupture. C'est ce qu'on appelle, et c'est très important dans le salafisme, en arabe, el-wala ou al-bara, c'est-à-dire l'allégeance complète aux oulémas et la rupture absolue avec les valeurs de la société occidentale. L'un d'eux explique d'ailleurs qu'il n'a aucune envie celui dont on voit la mer, je crois, il n'a aucune envie de revenir. Son objectif, c'est de mourir en martyr. Et alors, si malgré là, on sent la domination, bien sûr, du gourou là-dessus. Et si malgré tout il revenait, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'en ce moment à Paris, on a le procès de ce qu'on avait appelé la filière strasbourgeoise. Donc il y a 7 jeunes qui disent on est parti, puis ça nous a pas plu, on est tout de suite revenu, on n'a rien fait. Bon, sauf qu'il y en a un qui est resté, le frère d'un des 7, et qui était un des kamikazes du Bataclan, donc qui a commis le pire des crimes commis en France depuis des années et des années. Donc comment on fait la part des choses? Quel danger ils représentent ces jeunes? C'est toute la difficulté. C'est un grand débat aujourd'hui, y compris parmi les universitaires, de savoir dans quelle mesure il y a un lien entre le salafisme, en principe non violent, mais qui est dans une logique de rupture culturelle complète, et puis le passage à l'acte djihadiste et des atrocités. Donc concrètement, ces petits Brian, ces petits Guillaume, là qu'on vient de voir dans le document, s'ils rentrent en France, ils risquent une peine relativement courte, et ensuite ils seront dehors. Dans l'état actuel de la législation, c'est ça, oui. Et donc là, ça pose un véritable problème, parce que pour l'instant, la société et l'État n'ont pas trouvé véritablement la manière de traiter ce phénomène. Parce que c'est un problème de sécurité, bien sûr, immédiate. Et les citoyens français, les électeurs, ne supporteraient pas qu'un gouvernement, quel qu'il soit, fasse preuve de mansuétude. Mais en même temps, il y a la loi. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur des intentions, mais uniquement sur des preuves de son incrimination dans quelque chose de criminel ou de délictuel. Et est-ce que ces peines sont proportionnées au danger que cela fait poser pour la société? Ça, c'est un très vaste débat qui n'est pas toujours ouvert, et qu'il y a des éléments dans votre film, justement, qui permettent d'y réfléchir, je crois. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'être venu commenter donc ce document assez exceptionnel signé Romain Boutilly pour Complément d'enquête. Je rappelle le titre de votre livre, Terreur dans l'Hexagone, jeunesse du djihad français, c'est chez Gallimard. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandé et Clément Castex à la rédaction en chef. Philippe Lallemand à la réalisation des plateaux.
Caroline Durand à leur préparation. La semaine prochaine, on se retrouve pour une émission consacrée à la guerre perdue contre la drogue. Très bonne soirée sur France 2. Thank you.